Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale, le podcast de l'IMP, Intégration Motrice Primordiale, le podcast aussi de la maison d'édition et de la boutique en ligne Ressources Primordiales. On propose des ouvrages, du matériel d'automassage et tout un tas d'autres choses. Et c'est dans cette idée-là où Ludivine et moi, on a une vision un peu large de dire voilà, on propose des formations. Les gens nous demandent des bouquins qui vont dans le sens de nos formations. Ou parfois on a lancé des formations suite à des auteurs de bouquins qu'on trouvait géniaux et qu'on les dit on va les inviter à donner des formations chez nous. Et puis parfois on utilise du matériel dans notre quotidien et qu'on veut pouvoir proposer aux gens un matériel qu'on a trié sur le volet, tester nous-mêmes, avec nous, dans notre vie quotidienne, avec nos clients, etc. Donc bienvenue au podcast Connexion Primordiale. Cet épisode fait partie d'une série qui s'appelle En balade avec Paul, où je me promène et j'évoque avec vous un sujet qui n'est ni préparé, évidemment il n'y a pas de diapo ni rien, c'est en audio, et où je laisse un peu divaguer mes pensées sur la thématique que j'ai choisie. Et dans cette série, en ce moment, je suis en train d'aborder ce qu'on appelle les 7 dimensions de l'intelligence de l'éducation kinesthésique. Donc aujourd'hui, je vais en parler d'une. Voilà le principe du podcast. Il y a des voitures. Aujourd'hui, on va en parler d'une, mais si vous n'avez pas vu l'introduction aux 7 dimensions d'intelligence, il y a un épisode de podcast qui s'appelle Introduction aux 7 dimensions d'intelligence ou de l'apprentissage. Reportez-vous-y pour avoir une vue d'ensemble avant d'aborder plus en profondeur chaque dimension individuellement, dont celle d'aujourd'hui qui s'appelle la régulation corporelle. C'est comme ça que l'a nommé Paul Denison, la dimension des régulateurs corporels ou de la régulation corporelle. Il y a une dimension très intéressante. Quand j'entends régulation, ce mot régulation, c'est intéressant. C'est qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. C'est de réguler. Réguler, c'est comme il y a une porte et puis il y a quelqu'un qui trie, ça rentre pas. On pourrait imaginer, je ne sais pas, alors je ne suis pas très bon en physiologie, mais les reins, est-ce que c'est ce que font les reins? Ils trient et puis ils drainent et puis ils vont jeter dans l'urine ce qui ne doit pas rentrer dans l'organisme. Peut-être c'est ça la régulation corporelle. Est-ce que la rate fait ça? En tout cas, le tube digestif fait ça, le processus d'assimilation du corps. Il y a un filtrage qui est effectué entre ce qui peut rentrer dans notre corps et ce qui ne doit pas y rentrer. Donc là, on parle vraiment là des organes du corps. Il y a certainement des tas d'organes dans le corps qui filtrent. On pense à une partie très importante de l'organisme qui est la barrière hémato-encéphalique, qui s'assure que les substances qui arrivent dans le corps ne puissent pas rejoindre le cerveau comme ça. Parce que vous imaginez bien si les aliments ou les pathogènes que je peux ingérer quand je mange aller directement en contact avec le cerveau, et on serait mort depuis longtemps, il n'y aurait pas d'animaux qui puissent survivre sans qu'il y ait cette isolation du système nerveux central du reste du corps. Donc c'est pourquoi c'est très grave. Il y a des maladies qui sont très graves, comme on pense aux méningites, parce que les méninges, ce sont les enveloppes qui entourent le cerveau. Et quand on a une méningite, on a une infection de ces méninges qui, à ce moment-là, ne vont plus pouvoir faire jouer leur rôle et protéger le cerveau. Et on peut ensuite avoir une encéphalite, c'est-à-dire que le cerveau va être touché lui-même, une infection, ou en tout cas un certain nombre de choses. Et on sait que si on n'agit pas très rapidement lors d'une méningite, la mort est pas loin, ou des dégâts cérébraux qui vont conduire à des handicaps très sévères peuvent survenir. C'est pourquoi la méningite, c'est une urgence médicale absolue. Et c'est une maladie qui, en elle-même, si je puis dire, n'est pas très grave si c'est pris à temps, parce qu'à ce moment-là, on arrête cette infection et puis tout va bien. Mais si on laisse perdurer 48 heures, 36 heures ou quoi, là, c'est la mort assurée ou le handicap assuré ou des dégâts très sévères. C'était un exemple pour dire que dans le corps, il y a des mécanismes de tri, de filtrage, d'isolation. Évidemment, vous imaginez bien qu'en éducation kinesthésique des Denison ou en intégration motrice primordiale, en IMP, on ne va pas travailler à ce niveau organique. On laisse faire ça aux thérapeutes, à la médecine, etc. Évidemment, on ne va pas parler de ça. Mais c'est une analogie. La régulation corporelle, c'est qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon corps, mais aussi on va voir par association, qu'est-ce que je laisse rentrer dans mes yeux, dans mon esprit, si je puis dire, etc. C'est
est-ce que je mets en place, est-ce que se met en place chez moi une certaine forme de régulation, de tri de ce qui rentre et de ce qui sort de moi, en fin de compte. Alors, chez Denison et en IMP dans une certaine mesure, il y a 3 paramètres très importants de ce qu'on appelle la régulation corporelle. Il y a 3 points majeurs. 1, la nutrition, la nourriture. 2, la vision, le système visuel. Et 3, le mental. Ces 3 choses-là, chez Denison, sont très, très importantes. En IMP, on a, je vais dire, un peu moins de prétention. On tient compte de tout ça, on en parle, mais on reste plus... Enfin, j'avais envie de dire plus sobre, mais c'est vrai que chez les Denison, c'est pas quelque chose qui est extrêmement développé. C'est un questionnement qui est apporté aux gens, mais il n'y a pas de vérité professée, c'est comme ça qu'il faut manger, il ne faut pas manger ci, il faut manger comme ça. C'est plus une réflexion globale de voir et d'une réflexion plus globale de qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de moi, en quelque sorte. Ou on pourrait dire, pour prendre un adage informatique, c'est un peu trivial, mais ça s'appelle, on dit giga, je pense que c'est l'expression, c'est giga en informatique, et ça veut dire garbage in, garbage out. Autrement dit, si vous mettez des ordures à l'intérieur, si vous faites rentrer des ordures, vous sortirez des ordures. Autrement dit, si vous donnez des mauvaises informations et un mauvais programme à un ordinateur, il fera du mauvais boulot. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Si on met du mauvais carburant dans sa voiture, du frelaté, ça ne va pas aller loin, ça ne va pas durer longtemps, ça va encrasser le moteur. Vous savez très bien là où on veut en venir. Si on met du mauvais carburant dans un corps humain, une mauvaise alimentation, il ne pourra pas être extrêmement performant et va rencontrer un certain nombre de difficultés, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau émotionnel. De la même manière, si on a un mode de pensée qui va être trop négatif, toujours et hyper focalisé sur le négatif, on va commencer à chapeauter de la cafetière, comme disait un psychiatre que j'ai vu, et à se mettre à dysfonctionner. Au niveau visuel, on verra aussi que ça a un impact majeur par rapport à notre système visuel. Donc je vais chercher à aborder, alors très brièvement ces 3 points, parce que là on rentre dans des choses qu'on enseigne en cours, et qui, c'est pas que je ne veux pas en parler, mais ce qui nécessiterait bien plus qu'1 heure de podcast, et je dirais qu'il nécessiterait bien plus qu'1 heure de podcast pour chacun de ces 3 sujets, vision, mental et nutrition. Donc je vais juste survoler les choses pour vous juste donner un ordre d'idée de voilà quoi. C'est plus un petit survol général de cette idée. Donc la première chose, c'est la nutrition. Ça va de soi, tout le monde est d'accord avec ça. Après, là où on n'est plus d'accord, c'est quoi une bonne nutrition, c'est quoi une mauvaise nutrition. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le sujet, je vais être très très sobre. Personnellement, là je parle de mon expérience personnelle, je ne vais pas parler de ma propre alimentation, j'ai expérimenté beaucoup de choses depuis la temps d'enfance, j'ai testé énormément de régimes ou de modes alimentaires, le végétarien, le crudivorisme, le cétogène, le paléo, le cousmine et d'autres dont les noms échappent. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses dans ma vie au niveau alimentaire. Et la conclusion en général, c'est de dire personne n'a la vérité absolue. Et voilà. Et je ne vais pas parler de ça maintenant, ce serait trop long, mais même chose. J'ai essayé de parler un peu d'alimentation avec les gens qui venaient me voir en séance. Et j'en suis arrivé à cette phrase que j'aime bien dire, que c'est plus facile de changer, c'est provocateur, mais je suis persuadé que c'est vrai. C'est plus facile de changer de religion que d'alimentation. Pourquoi ? Parce que la religion, à un moment donné, je vais faire un choix de mes croyances. Oui, je suis en accord avec ce qu'on m'enseigne dans la religion, ou je suis en désaccord, et puis un jour, peut-être, je décide de changer de religion, et ça a toujours existé, des gens qui changent de religion. Changer d'alimentation, la religion, c'est un acte quasi conscient de croyance que je décide. Alors, évidemment, c'est poussé par l'éducation, par tout ça, ça dépend des cultures, des contextes, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais c'est lié à mon système de croyance, c'est le cas de le dire. Dans le cas de l'alimentation, c'est aussi quelque chose que j'ai appris malgré moi, sans véritablement le vouloir, et qui est lié à tout un tas de choses sociétales, et ça va être très souvent beaucoup plus difficile
parce que c'est lié à des habitudes de vie. Et c'est très compliqué. Donc dans mon expérience, j'ai tendance à dire que c'est plus facile de changer de religion que d'alimentation. Alors on peut changer de religion et on peut changer d'alimentation, mais c'est pour dire que c'est extrêmement difficile. Donc c'est vrai que j'ai essayé, c'est vrai que dans certains cas, les changements sont drastiques et majeurs. J'ai travaillé avec des enfants en difficulté scolaire qui avaient par exemple une sensibilité au gluten ou une sensibilité aux produits laitiers et qui, une fois arrêtés, ont eu d'énormes améliorations. Mais les choses sont extrêmement complexes. Ça fait bien longtemps que dans mon cabinet, j'ai arrêté de parler de ça parce que j'en avais marre de perdre mon temps et c'est trop compliqué. Et j'ai pas la compétence non plus. J'aurais besoin d'un soutien ou d'être nutritionniste. Je ne parle pas de diététicien, je parle de médecin nutritionniste, ça n'a rien à voir. Donc voilà, j'ai abandonné cette idée-là. Je vais juste rejoindre l'idée de Frank Forensich dans son livre L'animal exubérant. Il parle des différents types de nourriture. Il parle de la nourriture kinesthésique, la nourriture créative, la nourriture, plusieurs types d'alimentation, de nourriture, et la nourriture, évidemment, des aliments qui passent par notre bouche. Et lui, en gros, il dit, si nos grands-parents n'en mangeaient pas, c'est que c'est pas un aliment. Si ça vient dans une boîte, c'est pas un aliment. Si c'est transformé, c'est pas un aliment. Un aliment, c'est ce qui existe dans la nature, non transformé. Donc ça peut être des fruits, des légumes ou des animaux, et c'est tout. Tout le reste, tout ce qui vient dans une boîte, tout ce que ne mangeait pas. Alors lui, il disait mes grands-parents, mais Franck étant relativement âgé, bon, il n'est pas si âgé que ça, il est dans la soixantaine, mais donc pour les gens de ma génération, c'est peut-être vrai pour les grands-parents. Ma grand-mère qui est née en 1900, par exemple, 1902, voilà. Mais en gros, si nos ancêtres en mangeaient pas, voilà. Donc le sucre, ça n'existe pas dans la nature. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous m'avez compris, l'alimentation industrielle ultra transformée, et ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est extrêmement délétère. Je me rappelle de Christophe Cariot qui avait été invité. Lui, il a fait des études après en diététique, il a des qualifications, il propose maintenant beaucoup de choses au niveau de l'alimentation, et lui, il est extrêmement qualifié sur le sujet, il a écrit sur le sujet, il a étudié le sujet sérieusement, et il propose, je crois maintenant qu'il a, enfin pas je crois, je suis sûr, il a même maintenant une marque de produits de compléments alimentaires, et pour tout ce que j'en vois, c'est d'une extrêmement bonne qualité, et je peux que recommander ces produits. Je crois que sa marque s'appelle NutriPure. Bon, c'est pas du tout de ça dont je voulais parler, mais c'est de dire que je me rappelle, il avait été invité dans une émission de télé que j'avais vue. C'était très 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 amusant ce jour-là, parce qu'à la télé, on était en déplacement professionnel avec Ludivine. Chez nous, on n'a pas la télé, et on était dans un hôtel, et on a allumé la télé, ce qu'on fait toujours quand on est en déplacement professionnel, et on n'a pas la télé chez nous, et ça nous conforte dans « on n'en veut pas ». Et il y a d'abord un reportage qui parlait des réflexes archaïques. Donc on regarde ce reportage, et après ce reportage, il y avait un reportage sur l'alimentation dans lequel intervenait Christophe Cariot, qu'on connaissait à l'époque. Donc quand je le voyais, je lui ai écrit un SMS, il m'a écrit en même temps, puisque concomitamment, c'était genre une émission sur France 2, où vous savez, il y a plusieurs reportages à la fois, ou je ne sais plus quelle chaîne, bref, il y avait un truc sur le réflexe, puis après il y avait un truc avec Christophe, c'était absolument génial. Et Christophe, et je trouvais ça génial, il fait, bon bah alors je vais aller dans un supermarché, et puis la caméra l'accompagne, il dit, je vais aller faire mes courses, suivez-moi, je vais chercher des aliments. Et puis il passe dans les différentes allées avec son caddie, et il passe par exemple devant l'allée de tous les biscuits et les confiseries, pas d'aliments ici, rien de bon pour l'humain, je passe. Puis il va là où il y a des tas de boîtes de conserve, des machins, des aliments préparés, il dit rien d'humain, etc. Et puis il fait toutes les allées, et puis vous savez comment c'est au fond du magasin, à un endroit qu'il y a les fruits et légumes. Et donc il arrive finalement au rayon fruits et légumes, il fait « Ah, enfin je trouve quelque chose à manger dans ce magasin », puis on le voit prendre des salades, des tomates, etc. Voilà. Puis après je pense qu'il va au rayon boucherie ou un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est extrêmement drôle, et en même temps c'est pas drôle du tout. Vous avez ces supermarchés qui contiennent chacun des dizaines de milliers de produits, dont, je sais pas, je dirais 1% sont des véritables aliments. Donc on ne va pas la faire longue, l'être humain ne peut pas carburer correctement, je fais exprès de dire ce mot, ne peut pas fonctionner correctement avec de mauvais aliments, que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau cognitif. On sait aujourd'hui à quel point l'alimentation impacte notre microbiote, que notre microbiote est en lien avec des maladies mentales, avec y compris de la dépression. Je n'ai pas dit que c'était la cause de tout, mais de plus en plus on en est convaincu, que le microbiote affectait des maladies comme Alzheimer, que ceci, que cela. Donc on sait que l'alimentation est liée aussi
aux explosions de cancer, aux maladies cardiovasculaires, le diabète, ça va de soi, etc., etc., etc. Dans mon cas, pour les enfants en difficulté scolaire, je me demande comment les enfants, ils ont bien du mérite font pour être capables d'apprendre, d'aller à l'école et de se concentrer avec ce qu'on leur donne à manger. Je ne vais pas reprendre l'exemple du petit déjeuner, mais c'est assez incroyable qu'on ose donner aux enfants ce qui n'a pas le droit de s'appeler d'ailleurs des céréales, puisque ce ne sont pas. Ce sont des produits ultra transformés qui contiennent au minimum 60% de sucre, c'est-à-dire qu'on donne des bombes sucrées plein de colorants, d'additifs et de saloperies aux enfants le matin. C'est assez scandaleux de donner comme ça des bonbons, parce que ce sont des bonbons, ça contient même plus de sucre que des bonbons la plupart des cas, comme ça aux enfants. C'est assez incroyable. Donc c'est assez choquant. Donc ça c'est un premier questionnement qui est un questionnement sociétal. Et donc vous voyez que donc les régulations corporelles, il y a l'alimentation. Deuxième chose, je vais parler de la vision, et là aussi ce serait extrêmement long. Je vais juste faire sobre en disant que notre système visuel, le système visuel humain, il faut savoir qu'il est extrêmement développé. Nous sommes un animal qui avons un des systèmes visuels les plus développés, extrêmement complexes. C'est notre sens prédominant. Vous pensez aux chiens qui ont plutôt l'odorat prédominant, d'autres animaux ont d'autres, y compris des sens que nous n'avons pas nous-mêmes prédominants. Et donc nous avons un sens visuel extrêmement développé qui met beaucoup de temps à se développer, à devenir mature. Et je crois qu'il finit de mûrir vers l'âge de 8 ans. Donc c'est assez long, mais ce système visuel est fait pour la vision qu'on appelle distale. C'est-à-dire que quand mes yeux regardent au loin, alors qu'est-ce qui s'appelle la vision distale? C'est en fait plus loin que la distance des bras. Donc quand mes yeux regardent plus loin que la distance de mes bras, c'est distal. Quand c'est plus proche que la distance des bras tendus devant soi, c'est proximal. Nos yeux sont faits pour regarder en distal. Nos yeux sont faits pour regarder le paysage. Nos yeux sont des yeux de primates, chasseurs, cueilleurs. Et donc nos yeux sont faits pour voir le paysage quand on chasse ou le paysage quand on cueille, quand on pêche. Nos yeux sont faits pour organiser notre corps humain et notre capacité à courir, à sauter, à nager, à grimper, à danser, etc. Donc c'est très important cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'évidemment nos yeux ont aussi la capacité à s'adapter à la vision proche. Et c'est vrai que nous avons une très bonne vision proche. Pourquoi? Parce qu'on a énormément développé la manipulation. Et quand on manipule des objets, ça se fait en vision proche. Donc on imagine les femmes et hommes de la préhistoire qui passaient des heures par jour à coudre et à préparer leur peau et leurs vêtements, à tailler les silex, à construire des outils, des lances, à faire des figurines et des choses artistiques, etc. Donc évidemment, nos ancêtres préhistoriques ont passé beaucoup de temps en vision proximale. Mais vous imaginez bien que ce pourcentage de vision et de travail en proximal était, on va dire, équilibré, balancé par énormément de vie, d'un contexte de vie qui est en distal permanent, avec comme activité principale quand même la chasse, la cueillette, la pêche, la construction d'abris, la promenade dans la nature, etc. etc. Donc on est dans un équilibre, vision proximale, vision distale. Donc nous aujourd'hui, on a carrément inversé la vapeur. On passe la quasi-totalité de notre temps en vision proximale. Je ne parle même pas de nos téléphones, des écrans, enfin si, je ne parle même pas, je voulais dire, même déjà, pourquoi j'ai commencé cette phrase en disant ça, c'est que même déjà du temps où moi, il n'y avait pas les écrans de téléphone portable dans mon cabinet, enfin n'existaient pas, on était déjà en excès de vision proximale. Et là, vous imaginez bien que c'est une explosion phénoménale. Donc, ça rajoute de l'eau à notre moulin et aux travaux de Denison sur la vision proximale. Alors tout ce travail qu'il a fait sur cette régulation corporelle au niveau visuel, c'est en partenariat, parce que lui, il a embauché et travaillé avec des optométristes comportementaux qui travaillaient spécifiquement sur cette problématique-là du système visuel et de travailler avec les difficultés visuelles que rencontrent les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et donc, la conclusion à tirer, sans rentrer dans des grands détails qui nous amener sur des heures d'explication du système visuel et tout, ce qu'on aborde entre autres dans un cours qui s'appelle LAV, latéralité, apprentissage et vision, eh bien, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour fonctionner correctement, on a besoin d'équilibre entre vision proximale et vision distale. On a besoin d'équilibrer les excès de temps en position assise, immobile, manque de mouvement. Et vous voyez, ça va avec par du mouvement, de la vue d'ensemble, d'aller jouer dehors. Parce que quand on est dans vision proximale, on est dans plus de l'immobilité,
de la sédentarité, moins de mouvements globaux du corps, moins d'activation cardiovasculaire. Et donc ce n'est pas qu'une histoire de muscles oculaires, c'est une histoire de tout le corps qui a un certain type de fonctionnement quand je suis en proximal, et évidemment quand je suis en distal, c'est un tout autre fonctionnement. Donc j'ai besoin d'avoir un équilibre entre ces entrées et ces sorties. Autrement dit, cette histoire de régulation corporelle pour Denison, c'est une histoire d'équilibre entre sédentarité et mouvement, entre vie intérieure, vie extérieure, passer du temps à l'extérieur. C'est de travailler sur des mouvements qui vont libérer la vision, comme on voit dans le stage, je l'ai dit, latéralité, apprentissage et vision, avec les fameux 8 couchers que propose les Denison, points du cerveau, différents exercices qui sont proposés, que nous avons repris en intégration motrice primordiale, avec d'autres mouvements aussi, pour travailler sur ce système visuel, sachant que ces mouvements sont très bons, sont très bien, sont recommandés, mais viennent en complément, ne sont qu'un palliatif à un mode de vie qui devrait impliquer plus de mouvements dehors, de jouer, de courir, de grimper, de sauter, de nager, etc., qui finalement est pourquoi nos corps sont conçus. Nos corps sont adaptés à un environnement, à l'extérieur, à de la vision distale. Donc voilà, et c'est très important parce que nous rencontrons dans nos cabinets beaucoup de gens, des enfants mais des adultes aussi, qui souffrent de difficultés de concentration, d'apprentissage, des difficultés posturales, évidemment des difficultés du système visuel, ça va de soi, mais même de la fatigue et des tas d'autres choses, du fait d'un excès de vision proximale par rapport à la vision distale. Et donc, ça va être important pour nous d'avoir cette conversation avec les gens. On en parle beaucoup dans nos séminaires, dans nos conférences, et évidemment dans nos séances individuelles, de cet équilibre proximal-distal, mouvement, sédentarité, importance de cette régulation corporelle. Donc voilà pour ce deuxième point. Le dernier point, j'aborderai quasiment pas. On a fait des choses avec ça en IMP, on en parle dans les cours. Ludivine a développé des choses. D'autres collaboratrices ont développé des choses sur ce sujet-là. C'est l'aspect mental, évidemment, la régulation mentale. Alors, en fait, Paul Denison s'est basé un peu sur la médecine chinoise. En médecine chinoise, on parle des soucis. Souvent, on dit que voilà, on a des soucis quand, vous voyez, ça va avec ce qu'on vient de dire sur le système visuel, quand on a tendance à ruminer et ça crée des soucis. Eux, ils disent que c'est lié à des organes, je sais pas quoi. Je crois que c'est la rate pancréas en médecine chinoise. Et que cet excès de réflexion va créer des soucis. Et donc les Chinois insistent beaucoup sur l'importance de réfléchir et de la réflexion, mais il ne faut pas avoir un excès de réflexion. Il faut équilibrer la réflexion par la méditation, par le qigong, la gym, le tai chi, le mouvement. On a besoin d'un équilibre dans la vie. Activité mentale, repos mental. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que nous sommes dans une société où on a tendance à faire toujours travailler notre cognitif, notre cerveau, encore et encore et encore. Ensuite, chaque fois que je croise le voisin, que je ne veux pas croiser, non, ça devrait aller. Bonjour. Donc, non, c'était pas le voisin, c'est les gens qui rentrent chez le voisin. Donc, ouf. C'est pas que j'ai des mauvais rapports de voisinage, c'est pas ça, c'est que je ne veux pas me retrouver à chatter pendant un quart d'heure. Et surtout que là, il pleut. On a besoin de cet équilibre et que dans notre mode de vie, on est toujours sollicité au niveau mental. On se lève le matin, on regarde les emails, les SMS, le téléphone, les réseaux sociaux, et puis toute la journée on est sollicité par des tas de choses au niveau intellectuel et mental, on écoute les infos en permanence, et puis le soir on continue encore, et c'est comme si ça ne s'arrêtait pas. Après évidemment on a des troubles du sommeil, évidemment on développe de l'anxiété, de la rumination, et tout un tas de difficultés. Et donc c'est très important dans nos vies d'avoir un équilibre entre, oui, le mental, le cognitif, l'intellectuel, c'est évidemment majeur dans nos vies, aussi la curiosité, l'intérêt, mais le fait de lire des livres, d'apprendre, de suivre des séminaires, des formations, des trucs, mais aussi d'avoir des temps, comme on dit aux enfants, un temps calme, des temps de repos,
des temps de méditation, des temps de créativité. Et ça, les Denison insistent beaucoup là-dessus, surtout l'influence de Gail Denison, qui elle-même est une artiste, danseuse, dessinatrice et autres arts. Pas trop musicienne, je crois. Jamais entendu parler de musique avec Gail Denison. Enfin, si, de l'importance de la musique, mais j'ai jamais entendu jouer de la musique ou quoi. Par contre, c'est plutôt la danse, son truc, et le dessin. Et entre autres, elle a développé un cours sur le crayonnage en miroir et des cours sur le artistique et des cours... Bonjour. Des cours sur le visuel. Donc voilà, cet équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort de nous, au niveau corporel, alimentaire, au niveau mental, intellectuel, par rapport à équilibrer ça avec la créativité, le jeu, la détente, la relaxation, la méditation, et également ce qui se passe au niveau visuel. Et ça, c'est très important, cet aspect visuel, puisque, encore une fois, le sens visuel est prédominant chez l'être humain et qu'il est important d'avoir un équilibre au niveau des tâches visuelles proximales et distales. Et on a vu que ça impliquait mouvement. Mouvement doit équilibrer sédentarité. Et j'ai même envie de dire que logiquement le mouvement devrait être plus grand que la sédentarité, mais là on n'est pas prêt d'y arriver, moi-même non plus. Dans le mode de vie qu'on a créé, ça va être difficile. Mais on peut quand même, par petites touches, tout au long de la journée, c'est ce que je fais toutes les heures, une pause au mouvement, des accroupissements, des mouvements de brain gym, des bercements, un automassage, une petite promenade. Là aujourd'hui je fais une promenade qui dure, je regarde ma montre, ça fait 1 heure que je suis en train de me promener, 1h07. Et puis ensuite, ce midi, je vais aller faire 1 heure de natation aussi. Et puis chaque heure, je vais faire des petits exercices. Alors c'est assez récent, ce nouveau mode de vie chez moi. Je viens de reprendre la natation très récemment. Alors là, quand je dis reprendre, c'est vraiment le cas. Parce que la dernière fois que j'en ai fait... Enfin, j'ai nagé plusieurs fois dans ma vie, évidemment. Hein, mais ado, je faisais beaucoup de natation. Et voilà, j'ai jamais repris la natation jusqu'à 2025. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Cette dimension de régulateur corporel est pour moi majeure. Ne serait-ce que cette réflexion de qu'est-ce qui rentre en moi au niveau visuel, au niveau mental, au niveau nutritionnel, et comment je peux créer un équilibre dans ces aspects-là. Alors, je conclue en disant qu'on reste sobre en IMP. On ne va pas se lancer dans des grandes discussions avec les gens dans nos cabinets ou dire aux gens il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ci. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ce n'est pas du tout notre philosophie. On a une approche éducative, on discute avec les gens et on leur fait prendre conscience de eux, comment ils fonctionnent, et de faire prendre conscience de tiens, on se pose des questions. Est-ce que vous pensez que, etc. Et ça doit venir d'eux. Si ça ne vient pas d'eux, ça ne sert à rien, ce n'est pas de l'éducation. Les gens ne vont pas créer de changement. Ça sera lettre morte, ça fera que créer éventuellement de la culpabilité ou que sais-je. Il ne s'agit pas de tenir un discours, vos enfants doivent aller dehors, arrêter les écrans, vous leur donnez de la mauvaise nourriture, vous ne devriez pas manger ça, vous avez des mauvaises pensées. Alors là, on est à milieu de l'état d'esprit de la philosophie de l'IMP et de l'éducation kinesthésique. Ce sont juste des suggestions qui peuvent apparaître de temps en temps, de réflexion avec la personne et de nous aussi de la prévention plutôt, lors de nos conférences et de tout ce qu'on peut faire sur notre chaîne YouTube ou dans ce podcast, etc. C'est de dire voilà aux gens, ça c'est une dimension importante, posez-vous la question, commencez dans votre vie, mais je n'ai pas à vous dire vous devez vivre comme ci ou comme ça, comme je viens de le dire moi-même. Je me remets à bouger plus maintenant, c'est sans doute l'approche de la soixantaine, je ne suis pas encore, hein, mais qui me fait prendre ces résolutions-là. Est-ce que ça durera? Je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, l'importance de la réflexion sur le sujet, de qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, me semble majeure. Et c'est donc une des 7 dimensions de l'intelligence de Paul Denison. Et c'est une dimension qui fait partie aussi de l'intégration motrice primordiale. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.